Avec James McCurney pour parler de deux de ses livres et surtout de son dernier qui concerne la dynastie Stuart avec Charles Edward Stuart. Bonjour. Bonjour. Monsieur Kearney, vous êtes écossais. Je suis en effet écossais, oui. Alors, quel est le concours de circonstances qui vous a amené à devenir enseignant en France? Eh bien, je suis venu en France à l'automne 1968, donc ça ne date pas d'hier. Je suis venu pour faire ma thèse. Et une fois la thèse terminée, j'avais l'intention de rentrer au pays, mais Albin Michel m'a demandé de transformer la thèse en livre, donc je suis resté le temps de faire le livre. Et le temps de faire le livre, j'étais déjà enseignant, donc je ne pouvais pas partir avant la fin de l'année, et puis je me suis marié, et donc je ne pouvais pas partir en laissant ma femme. Et puis le premier enfant est né, etc., etc. Et donc, par un concours de circonstances de la vie, et sans que je n'ai jamais fait un choix quelconque, je n'ai jamais pu partir. Donc, je suis toujours là. Donc vous êtes volontairement déraciné, à l'image de Charles Edward Stuart, mais pas pour déraciné, c'est beaucoup dire. Vous vivez en France essentiellement. Je vis en France, oui, depuis 40 ans. Alors, on peut peut-être revenir sur un livre qui est antérieur à Charles Edward Stuart, qui concerne le pays Stevenson. Vous savez que Robert Louis Stevenson est un personnage qui est très cher à nos cœurs, parce qu'effectivement, on a fêté les 130 ans de son voyage l'année dernière. Et donc, il est venu, ce voyage qui se terminait à Saint-Jean-du-Gard, oui, avec son ânesse. Effectivement, est né de ce pays, de ce chemin, des chemins de grande randonnée sont nés, mais aussi une activité économique. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce livre, puisqu'il n'était pas prévu que nous en parlions, mais nous dire un petit peu, nous situer sa sortie, puis son contenu, qui relatez-vous? Eh bien, c'est un livre qui commence avec une idée très simple, que d'habitude, quand on fait une biographie, on prend le personnage, on commence par les ancêtres, puis on passe à la naissance, et puis on le suit sur le chemin de la vie. Moi, j'avais décidé que je ne ferais pas la biographie du personnage, je ferais la biographie de l'œuvre. C'est-à-dire que je commencerai avec les écrits de Stevenson depuis les premières notes qu'il a prises quand il était tout enfant, et puis que je suivrai dans l'ordre chronologique jusqu'à l'achèvement de son œuvre. Et donc c'était en quelque sorte une anti-biographie, puisque ce n'était pas une biographie du personnage, mais de l'œuvre. Et quand j'ai suggéré cela à mon éditeur, il est tombé à la renverse en me disant qu'on n'avait jamais fait ça et que ce serait une catastrophe. Alors j'ai dit, bon, je vais le faire quand même. Donc ce livre, c'est le résultat. Alors, ce qui est surprenant, c'est qu'en fait, il avait une âme d'écrivain, puisque bien que son père voulait l'orienter vers une carrière industrielle, son père était ingénieur d'industrie, il voulait l'orienter, et Robert Louis Stevenson a toujours fait barrage à ça, il a voulu toujours faire valoir son âme d'écrivain. Alors, c'est pas trop mal, parce qu'en fait, il a quand même fait, il a prosé, il écrivait pas n'importe comment, ça peut être d'un intérêt quand même, c'est intéressant pour le lecteur, ses écrits. Oui, ses écrits de jeunesse surtout. Il avait cette notion quand même qu'il avait hérité de son père, à savoir qu'un métier, c'est quelque chose qui s'apprend. Le métier d'écrivain, ça s'apprend comme n'importe quel autre métier. Donc, quand il était enfant et adolescent, il s'est amusé à imiter tous les auteurs classiques parce qu'il estimait que cela était nécessaire. Comme les musiciens font leur gamme, eh bien, lui, il faisait ses styles, avant bien sûr de trouver le sien. Mais il s'est obligé à un apprentissage tout à fait conscient, voulu et méthodique. Alors, venons-en au sujet qui nous préoccupe un petit peu plus aujourd'hui, Charles Edward Stuart, cette dynastie des Stuart. Première question qui me vient à l'esprit, c'est comment avez-vous puisé vos renseignements? Parce que pendant tout son périple, que ce soit en Italie, quand il vient en France, qu'il va en Écosse, etc., tout est fourbi de détails. Alors comment avez-vous pu mener vos recherches pour en arriver à un tel détail dans ces déplacements, l'organisation avec les clans, etc. Eh bien, il faut savoir que même si en français c'est la première biographie de Charles Edward Stuart depuis 1844, en anglais, le nombre de livres consacrés à Charles Edward Stuart ne se compte pas et il en sort de nouveau pratiquement chaque année. Donc,
même sans avoir recours aux archives qui sont essentiellement détenues par Sa Majesté la Reine, la documentation sur Charles-Édouard Stuart est absolument immense. Et le difficile, c'est d'éviter d'être noyé dans ce flot de documentation, parce que, comme toujours dans des cas de personnages un peu légendaires qui font l'objet de beaucoup de biographies, il faut dire que les 3/4 des confrères se contentent de répéter ce qu'ont dit les confrères précédents. Donc il faut prendre cela avec beaucoup de scepticisme, parce qu'il y a énormément d'erreurs qui sont en quelque sorte sacralisées par la répétition. Oui. Donc il faut regarder les choses de très très près, faire un tri extrêmement sélectif, et puis constituer un récit qui soit cohérent avec à la fois les faits tels qu'on les connaît et ce qu'on peut appeler la réalité psychologique du personnage. Alors Charles-Édouard Stuart, séparation de la dynastie des Hanovre et des Stuart, puisque effectivement le père de Charles-Édouard Stuart était un roi sans royaume. Et est-ce qu'inconsciemment il a voulu se battre pour redonner tout ce qu'il a fait? Il l'a fait pour redonner plus un royaume à son père ou pour satisfaire son âme guerrière, son ambition personnelle? C'est surtout une ambition personnelle. Et c'est surtout que quand on est né prince héritier d'un roi sans royaume, on n'a pas beaucoup de but dans la vie, sinon de reprendre le royaume perdu. C'est en quelque sorte, il était sur les rails, même avant la naissance. Mais il a toujours eu cette ambition, du moins dans sa jeunesse, que sa raison d'être était de reprendre les royaumes britanniques. Alors il a un parcours riche de péripéties, mais il devient vite le carcan de Louis XV, en quelque sorte, quand il vit en France. Il agit beaucoup contre la vie de tout son entourage, d'ailleurs, de son père, de son frère. Il est très contrariant dans son comportement. Il est toujours un peu à contre-courant, mais c'est à cause du paradoxe, en quelque sorte, dans lequel il est enfermé, à savoir que les Stuarts ne peuvent rien sans le concours de la France, et il n'est pas forcément de l'intérêt de la France de les aider. Donc, en quelque sorte, il est obligé de se battre contre son seul allié. C'est vrai que Charles-Édouard Stuart est très peu resté finalement en Écosse. Il y est allé surtout pour mener combat. Quand il est parti, il est entré dans la légende. Alors bizarrement, c'est quelqu'un qui était remarquable et remarqué. Mais quand il a fini un petit peu sa carrière, je dirais qu'il a admis la défaite, il est devenu légendaire. Et cette légende s'est propagée de l'Écosse, de l'Angleterre, en France, en Italie. Ça l'a suivi. Oui, mais cette légende est un phénomène extrêmement curieux. En fait, il est devenu légendaire grâce à ses ennemis qui ont trouvé que faire de Charles-Édouard Stuart une légende était vraiment ce qui les arrangeait le mieux. En fait, c'est l'une des très grandes opérations de récupération de l'histoire. Les Hanovriens se sont constitués héritiers des Stuarts. Et pour ce faire, ils ont fait de Charles-Édouard une légende, mais une fois devenu inoffensif. Une fois qu'il était battu, bien battu et sans espoir de retour, on pouvait en quelque sorte le sacraliser. Et ce fut mené d'une manière extrêmement habile. Donc, extrêmement habile. Mort le 30 janvier 1788, son décès n'a été annoncé que le 1er février. Il y a donc aujourd'hui, bizarrement, 221 ans jour pour jour, que la mort de Charles-Édouard Stuart a été annoncée. Voilà, donc je ne saurais que trop vous conseiller, parce que là, on a vraiment mis notre œil dans un trou de serrure qui peut nous montrer tout ce qu'il peut y avoir comme richesse dans votre livre. C'est vrai qu'on est très limité par le temps, mais je vous conseille très sincèrement la lecture de ce livre, Charles-Édouard Stuart, Prince des Ténèbres, en sous-titre, de James McCurney. Merci, bon salon. C'est moi qui vous remercie.